Est-ce que les bandes nasales, ça fonctionne vraiment? Est-ce que la respiration nasale en elle-même peut aider à effectuer de meilleurs échanges gazeux pour la respiration durant un effort sportif? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et bien plus. Je vais répondre à plusieurs questions des auditeurs de la chaîne. Je vais commencer avec ce commentaire de Nat qui demande: Bonjour Sean, merci pour ta vidéo. J'entendais dans une vidéo de Leonardo Pelagotti que la respiration nasale permettait également d'optimiser les échanges gazeux. As-tu des informations par rapport à si c'est l'équivalent du point sur l'espace mort physiologique? Alors, je vais d'abord répondre sur la dernière partie, donc qu'est-ce que l'espace mort physiologique, et ensuite parler de la respiration nasale dans le contexte des échanges gazeux. L'espace mort physiologique, c'est très simplement le fait que il faut comprendre où va le sang au niveau des poumons, au niveau des capillaires pulmonaires, et où va l'air frais que tu fais rentrer. Et tout est une question de gravité en fait. Donc si on en revient aux principes fondamentaux de la physique, eh ben, la gravité va faire en sorte que tout va être tiré vers le bas. En tout cas, ce qui est lourd va être tiré vers le bas, ce qui est léger va avoir tendance à monter. Et dans ce cadre-là, ce que je veux dire, c'est que le sang qui va venir dans les capillaires pulmonaires autour des poumons, il va privilégier la partie basse des poumons. C'est-à-dire qu'on a un flux sanguin qui est plus important dans la base des poumons. On a plus de capillaires pulmonaires visiblement également dans cette zone. Donc on a le sang qui, de par la gravité, de par la structure des capillaires pulmonaires, va plutôt sur le bas des poumons. Alors que si on prend une petite inspiration, eh ben, l'air frais qui rentre, lui, va plutôt se loger sur la partie haute des poumons. Et l'espace mort physiologique, c'est ça en fait, c'est le décalage entre où va la majorité du sang qui est là pour venir transporter l'oxygène et où va l'air si on prend des petites respirations. Et pour faire face à cet espace mort physiologique, eh ben, on peut simplement prendre de grandes respirations. Donc prendre de grandes inspirations et de grandes expirations, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi à l'effort, ça permet d'avoir une meilleure surface d'échange, donc un meilleur échange gazeux du fait que ton air frais va venir toucher plus d'alvéoles dans tes poumons, va venir remplir les poumons jusqu'en bas, va être en contact avec les alvéoles qui sont le mieux alimentées en sang au niveau des capillaires qui leur sont rattachés. Et donc, on va, en théorie, avoir un meilleur apport, un meilleur transfert de l'oxygène depuis l'environnement vers notre circulation. Après, ça ne se manifeste pas nécessairement de manière chiffrée, c'est-à-dire que, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si tu mets un oxymètre de pouls comme ils te mettent à l'hôpital sur le doigt et que tu respires librement, même si tu prends des petites respirations, ta saturation, elle reste très très haute. C'est-à-dire qu'au repos, en général, on va être entre 97 et 99% de saturation. C'est-à-dire que la majorité de tes transporteurs d'oxygène sont sont saturés en oxygène. Et tu peux pas vraiment aller au-delà de 99. En gros, ça va quasiment toujours être la même chose. Bien entendu, s'il n'y a pas de pathologie respiratoire, s'il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Mais donc, de ce fait, oui, techniquement, via l'espace mort physiologique et le fait de prendre des grandes respirations, on peut optimiser les échanges gazeux. Mais est-ce que ça se transcrit directement par des chiffres qu'on peut mesurer? Je ne le sais pas. Et je reviens quand même là-dessus parce que c'est important. Je le dis comme ça parce que pour certaines personnes, les chiffres, c'est la vie et il faut absolument qu'il y ait des chiffres pour quantifier un phénomène, sinon il n'existe pas, sinon il ne veut rien dire. Je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes et je dirais que si conceptuellement, si on pense à des principes fondamentaux que je vous ai énoncés juste avant, au niveau de la gravité, au niveau du fonctionnement, de la direction du sang, des capillaires, de l'air frais, toutes ces choses-là, si on pense à partir de principes fondamentaux, on peut avoir une réflexion cohérente et simplement parce qu'on ne peut pas le mesurer nous, en tant qu'être humain aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, on est toujours limité dans l'aspect de la recherche, de la science, on est toujours limité par les outils de mesure auxquels on a accès. On peut mesurer plein de choses aujourd'hui que l'on ne pouvait pas mesurer il y a 50 ans en arrière, et c'est un des facteurs premiers qui apporte l'évolution des connaissances et de notre compréhension, notamment du corps humain. Donc, oui, prendre des plus grandes respirations, c'est intéressant. Est-ce que le faire par le nez, ça a forcément un effet bénéfique plus que par la bouche? Alors, il y a d'autres considérations pour la respiration nasale, humidification de l'air. Ça attrape aussi toutes les molécules un petit peu plus grosses qui pourraient venir entraver les poumons. Il y a un effet bronchodilatateur qui va être amené via la sécrétion d'oxyde nitrique. Donc il y a plusieurs points positifs au fait de respirer par le nez. Maintenant,
si on doit argumenter, moi je te dirais que la respiration nasale, c'est principalement au repos ou durant des efforts de basse intensité. Dès le moment où tu dois bouger des volumes d'air conséquents, tu deviens très désavantagé à le faire par le nez. Et à ce moment-là, on veut respirer par la bouche. Et tant qu'on continue à prendre de grandes respirations pour minimiser cet espace mort, autant physiologique qu'anatomique, dont je parlerai dans une autre vidéo, eh ben, on va avoir des échanges gazeux qui sont un petit peu plus favorisés, disons. Donc, moi, c'est comme ça que je le cadrerai, disons. Si tu n'es pas d'accord, dis-moi dans les commentaires et on peut en discuter dans une autre vidéo. Prochaine question. On a une question sur les bandes nasales. Est-ce qu'il y a un effet placebo ou des gains réels? Moi, j'ai envie de te dire que là, on vient de parler du fait que la respiration nasale, c'est bon pour toi, c'est bon pour la santé, c'est même bon pour potentiellement les performances dans le cadre de la basse intensité notamment. Donc je te dirais, si tu peux utiliser une bande nasale qui va te permettre de mieux respirer par le nez, de respirer plus librement, moi je te dirais, utilise-la. Ça, c'est un de ces trucs où moi je suis toujours de l'avis qu'il faut l'essayer et il faut te faire ta propre idée de la question. Et si tu sens que ça t'aide, eh ben ça t'aide. Que ce soit placebo ou pas, on s'en fiche parce qu'on sait que le placebo, ça fonctionne. Donc si tu sens que ça a un bénéfice pour toi, et ben il y a des chances que ça t'aide. Et ça, c'est vrai pour, par exemple, toutes les méthodes de récupération. Si tu sens que les bains froids, ça t'aide à récupérer, ça va certainement t'aider. Dans une certaine mesure, il y a des considérations à prendre. Si tu sens que les rouleaux de massage, ça t'aide, eh ben il y a des chances que ça va t'aider. Si tu sens que le stretching, ça t'aide, eh ben il y a des chances que ça va t'aider. Toutes ces modalités, en fait, elles sont extrêmement individuelles et c'est vraiment le choix personnel, en fait, qui va valider ou non son utilisation. Et je dirais que pour les bandes nasales, ma perspective est la même. C'est à chacun de l'essayer et de décider si ça les aide ou pas. Et je pense vraiment que si tu sens que ça t'aide, il n'y a pas de raison de ne pas emporter et que ça va t'aider. Ensuite, une question vis-à-vis du système cardiaque. Est-ce que le système cardiaque permet d'améliorer le système respiratoire et avoir un meilleur fonctionnement des muscles, meilleur apport en oxygène au niveau de ceux-ci? Ou alors le système cardiaque n'a pas d'incidence sur le système respiratoire qui est indépendant et ne permet pas une meilleure oxygénation du muscle. Alors oui, forcément, le système cardiaque et son développement va avoir un effet direct sur les muscles respiratoires, étant donné que le diaphragme, les intercostaux, tous les muscles de la respiration, ils ont un coût en termes d'énergie, notamment en termes d'oxygène. D'ailleurs, on sait qu'à haute intensité, on a une contribution entre 10 et 20% de la VO2, de l'oxygène qui est consommé, qui va directement être utilisé par les muscles respiratoires. Il semblerait que le haut de cette fourchette, c'est plutôt pour les athlètes hautement entraînés en endurance et le bas de la fourchette, ce serait pour des personnes sédentaires ou non entraînées ou peu entraînées. Donc plus ton niveau est important et plus tes muscles respiratoires consomment d'oxygène, forcément plus ils vont être développés. Si tu as fait beaucoup d'activités en endurance, ça coule de source. Encore une fois, si on y pense sur les principes fondamentaux, tout comme quelqu'un qui fait beaucoup de musculation aurait une musculature plus développée de manière générale que quelqu'un qui ne lève jamais de charge. Donc dans ce contexte-là, on peut dire que oui, forcément, d'améliorer sa capacité cardiovasculaire, ça va avoir un effet positif sur la respiration, surtout lorsqu'on sait qu'un des phénomènes les plus importants dans le monde de la respiration vis-à-vis de la performance sportive, c'est ce qu'on appelle le réflexe métabolique respiratoire. Donc le fait que ton diaphragme et tes muscles respiratoires, lorsqu'ils fatiguent, envoient des signaux à ton cerveau et ton cerveau il dit non, c'est pas bon ça, on peut pas laisser le diaphragme fatigué, les intercostaux fatigués, parce que si on ne respire pas, on meurt. Donc qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il redirige le flux sanguin, il va chercher des ressources dans les jambes et il va les mettre au niveau du système respiratoire pour alimenter ces muscles qui sont en train de montrer des signes de faiblesse ou de fatigue. Donc absolument améliorer ta condition cardiovasculaire générale va avoir un impact positif sur tes muscles respiratoires. Après, est-ce que ça va t'aider à mieux respirer en soi à l'effort? Ça, j'en suis absolument pas convaincu. Parce que j'ai vu plein de personnes, alors soit qui n'avaient aucun souci, aucune limitation au niveau respiratoire et qui s'en tenaient très bien et qui s'entraînaient et qui se développaient au niveau cardiovasculaire et qui voyaient des progrès. Mais je pense pas que faire des progrès au niveau cardiovasculaire va avoir un impact direct sur ta fonction respiratoire, surtout pas si tu sens que cette fonction est limitée chez toi. Donc si tu sens que la respiration te limite dans tes activités sportives ou dans la vie de tous les jours, avoir un plus grand cœur et un cœur qui bave plus fort, c'est bien.
ça va t'aider pour ta santé de manière générale. Oui, ça va mieux alimenter tes muscles respiratoires, forcément, si tu as un meilleur apport sanguin, un meilleur apport d'oxygène, mais ça ne va pas nécessairement améliorer ta fonction respiratoire. Et ça, il faut vraiment bien dissocier les choses, bien comprendre les tenants et les aboutissants, parce que juste parce que le cœur bat et apporte du sang et donc de l'oxygène aux muscles respiratoires, ça ne veut pas dire que plus de sang va régler le souci s'il y a quelque chose à un autre niveau, au niveau de la coordination respiratoire, au niveau de l'endurance de ces muscles respiratoires. Peut-être ce qu'il leur faut, c'est de l'entraînement à ces muscles-là plutôt que du sang en plus. Mais quoi qu'il arrive, du développement cardiovasculaire, c'est toujours une bonne idée. Ça va augmenter ta consommation maximale d'oxygène, donc ta VO2 max. C'est un facteur important, autant de performance, de récupération et de santé. Donc tu ne peux pas te tromper. Fais du cardio en plus de tes autres activités sportives. C'est très important. Dernière question du jour. Salut Sean, merci encore pour tes contenus de qualité qui nous rendent toujours aussi curieux. C'est un plaisir. Ma question est la suivante. Le Breathe Way Better aurait-il un impact ou un intérêt en étant couplé avec un travail spécifique ou non sur, par exemple, le bike erg? Exemple, faire de la zone 2 ou du tempo. Alors, une chose qui ressort de la littérature sur l'entraînement respiratoire, qui est assez claire et qui a du sens d'ailleurs, c'est que si tu essayes de faire deux choses en même temps, forcément la qualité de ces deux choses va être amoindrie. On en avait parlé avec mon collègue Cyril Ricky dans le podcast. Il faut se dire qu'il y a un coefficient d'attention que tu peux apporter à une tâche que tu effectues, qui va être entre 0 et 1, disons, et que forcément, si tu fais deux choses en même temps, le maximum que tu puisses apporter à chacune de ces choses, c'est 0,5, parce que ton maximum global, c'est 1. Tu ne peux pas faire plus que toute ton attention sur une chose, et si tu dois te concentrer sur deux choses en même temps, le fait de rouler et en plus le fait de respirer dans le ballon, tu vas forcément avoir une déperdition à ce niveau-là, et tu vas rarement pouvoir faire 0,5, 0,5 si tu as deux choses que tu essaies de faire en même temps. Ça va plutôt être du 0,4, 0,4 ou même du 0,3, 0,4 selon ton niveau d'attention et selon tous les paramètres que ça implique. Et donc, en fait, ce que tu vas en retirer va être un petit peu amoindri parce que ton attention n'est pas toute là, forcément, parce que tu es en train de faire deux choses en même temps. En plus du fait que ça engendre un peu plus de fatigue, ça, encore une fois, abaisse un petit peu les résultats que tu peux attendre de ce genre d'entraînement. Donc, si on devait comparer un entraînement en isolation sur le vélo et un entraînement respiratoire dissocié, ou alors mettre ces deux choses ensemble, tu auras des meilleurs résultats avec ces deux séances séparées. Et ça, on le sait. Et on sait que si tu mets les deux ensemble, c'est un compromis et que tu vas perdre un petit peu sur les deux. Mais ça peut avoir des avantages dans certaines situations. Moi, je pense que le Breathe Way Better, il est notamment très, très intéressant dans tout le travail positionnel. On peut penser à une position aéro sur un vélo. On peut penser à une position de squat profond avec une barre au-dessus de la tête ou même un bout de bois au-dessus de la tête pour commencer pour les haltérophiles ou pour les crossfitters notamment qui doivent respirer fort et être capables de bouger dans ce genre d'amplitude de mouvement. Donc, je pense vraiment qu'il y a plein de positions qu'on peut explorer avec un outil respiratoire qui peuvent nous aider à mieux coordonner notre respiration à l'effort. Mais je pense que ça, c'est une intervention qu'on va faire un petit peu plus tard dans le processus d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va d'abord travailler en dissocié, le vélo d'un côté, l'entraînement respiratoire de l'autre, et par la suite, apporter ces deux choses ensemble dans un contexte un petit peu plus intégré, mais la base, c'est toujours la compréhension, le contrôle, la coordination de la respiration, et ensuite, on vient l'intégrer. Donc, on va suivre le schéma de progression classique, commence vers du simple et va vers le complexe. Et donc, on va toujours suivre cette réflexion-là quand on va mettre des choses en place au niveau de l'entraînement, et on applique les mêmes principes à l'entraînement respiratoire que ce qu'on fait avec les autres paramètres de l'entraînement. Donc, oui, tu peux le faire. Et ça peut être intéressant une fois que tu as atteint un certain niveau et que tu t'es déjà entraîné avec le Breathe Way Better sans faire du vélo, mais je ne le conseillerais pas par exemple à un débutant. Donc voilà pour la réponse. Si tu veux en apprendre un petit peu plus et si tu vois cette vidéo avant le mercredi 5 février à 20h, j'organise une conférence mercredi 5 février à 20h. C'est demain soir au moment où je poste cette vidéo. Conférence gratuite sur les dernières avancées de la recherche en matière d'entraînement respiratoire. Je partagerai aussi des cas d'études de terrain de moi-même, de mon collègue Cyril Ricky qui m'a partagé des datas qui n'ont pas été publiées jusqu'à maintenant. On va voir plein de choses chouettes ensemble. Si ça t'intéresse, le lien bien entendu est dans la description. Si tu es en retard et que tu as raté malheureusement la conférence, n'hésite pas à te mettre sur la liste d'emails de Upside Strength et tu pourras être tenu au courant des prochaines conférences et des prochains événements qui seront disponibles. Merci à toi. Si tu as des questions
questions par rapport à ce que je t'ai dit aujourd'hui, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et on se voit demain soir pour la conférence ou alors dans la prochaine vidéo. Ciao.